Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration de la STM du 4 juin 2025. Je me présente Éric Allen Cardwell, président du conseil d'administration. Comme c'est l'usage, allons-y avec la présentation des membres du CA et des officiers. Donc, commençons à ma droite avec M. Batauchi. Alex Botoshi, maire de Dallas-des-Ormeaux, aussi membre du conseil d'administration. Madame Barry. Bonsoir à tous et à toutes. Marc-Claude Barry, conseillère d'arrondissement dans le district de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Madame Parent. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Laurence Parent, je suis vice-présidente de l'ESPM, également conseillère d'arrondissement sur le plateau Mont-Royal. Madame Boucher. Bonsoir, Catherine Boucher, membre désignée de la clientèle 35 ans et moins. Madame Morancy. Bonsoir, Catherine Morancy, membre indépendante au conseil d'administration et présidente du comité service à la clientèle et accessibilité universelle. Monsieur de Souza. Merci, bonsoir. Alain de Souza, maire de Salon. Monsieur Ouellet. Bonsoir, Sylvain Ouellet, conseiller municipal, district François Perrault, dans l'arrondissement Viry-Saint-Michel par extension, président du comité suivi des actifs et membre également du comité audit et finances. Pour veiller à la bonne marche de nos travaux, le secrétaire corporatif adjoint. Bonsoir, André Paulier, directeur planification stratégique et secrétaire corporatif. Et à mes côtés, notre directrice générale. Bonsoir, Marc-Claude Léonard, directrice générale de la STM. Et je souligne l'absence de Mme Suzanne Larreau, représentante de la clientèle du transport collectif, et à distance, et je vais lui passer la parole à l'instant, M. Sylvain Lemay, représentant de la clientèle du transport adapté. Il a reçu un honneur individuel qu'il faut souligner. Il a reçu la médaille du couronnement du roi Charles III en reconnaissance à son implication justement pour la défense des droits des personnes handicapées. Et je vais donc, pour nous en parler un peu plus, lui céder la parole. Monsieur Lemay. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais souligner qu'on est dans le cadre de la Semaine des personnes handicapées. Première semaine de juin, c'est depuis plusieurs années la Semaine des Québécoises des personnes handicapées. Cette année, le slogan, c'est « On perd de vue le potentiel quand on voit seulement la différence ». Et moi, j'aurais envie, avec la médaille de Charles III, de souligner non pas la différence, mais les gens qui font la différence. Donc, j'aimerais partager cette médaille-là parce que je pense que les médailles n'ont de réelle valeur que lorsqu'elles sont partagées avec l'ensemble des personnes qui œuvrent jour après jour à faire la différence. Et pour moi, qui est au sein des équipes de la STM depuis plusieurs années, 4e année cette année, je vois cet esprit-là de collaboration. Donc, je voudrais remercier les gens, que ce soit la personne qui fait le ménage dans le métro, la personne qui fait en sorte que les autobus sortent le matin, ceux qui réparent le métro de nuit, la personne qui s'assure que la rampe d'accès dans les autobus réguliers va être fonctionnelle, la personne qui va accueillir et accompagner aux ressources externes avec bienveillance des gens démunis de la société qui, malheureusement, n'ayant pas d'autre refuge, refusent dans le métro. Donc, pour l'ensemble de ces gens-là, la STM, qui jour après jour font la différence, il y a un petit bout de vous dans la médaille de Charles III que j'ai reçue. Puis j'aimerais aussi la partager avec les membres du conseil d'administration puis avec l'ensemble des équipes de la direction avec lesquelles j'ai le plaisir de participer et la partager en terminant avec des gens qui, avant moi, ont déjà occupé le siège de représentant des usagers du transport adapté. Je pense à Marie Turcotte, je pense à Laurence Parent, puis je pense aussi à des organismes externes partenaires de la STM, le RUTA, entre autres, Serge Poulain, qui nous a quittés l'année dernière. Donc, le but de la Semaine des personnes handicapées, c'est de souligner les bons goûts, les bons coups. Donc, regardons ensemble comment je peux faire partie de la solution et non pas de la problématique. Bonne semaine à tous, puis merci de ce temps d'antenne. Merci beaucoup, M. Lemay. On a retenu qu'une partie de la médaille est pour la STM. On va résister à la tentation de la faire fondre malgré nos défis de financement. Je n'ai pas pu m'empêcher. Bon, parfait. Premièrement, un mot, vous savez, hein, pour le déroulement de la soirée, j'ai donné quelques points d'information qui sont suivis par des points d'information de Marc-Claude. Après, on a 2 périodes de questions, la période de questions des gens inscrits ici, période de questions des gens inscrits en ligne, et après l'adoption de l'ordre du jour. Au début de la période de questions, je rappellerai les règles qui régulent cette période de questions. Donc, pour les habitudes d'entre vous, vous m'entendez à chaque mois parler
du défi du maintien des actifs à la STM, défi particulier au métro. Je le ferai encore ce mois-ci. Je vais faire un retour sur la publication du PAGI qui a donné un portrait de l'état de nos installations, c'est-à-dire la proportion d'actifs en mauvais état doublée de passant de 20 à 40 %. La proportion des tunnels du métro en mauvais état, c'est-à-dire la cote D a bondi de 1 à 36 %. 31 stations sur 66 sont en mauvais état, les codes D et E, comparativement à 9 l'année dernière. Il y a eu un ajustement dans la façon dont le PAGI, qui est un outil du gouvernement provincial, vient dresser un portrait de notre réseau. Il y avait un alignement, une coordination à faire avec la STM qui a été faite. Donc, le portrait qui est donné maintenant est juste et, vous en conviendrez, fort inquiétant. Des gens qui sont à mobilité réduite. Donc, malgré le contexte financier, là, c'est une préoccupation importante pour nous. Là-dessus, je passe la parole à Marc-Claude. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je débute avec... est-ce que le micro fonctionne? Oui. Bon. Sinon, je vais passer. Parfait. Ouais. Donc, une nouvelle œuvre à la station Place Saint-Henri. On est toujours heureux d'accueillir une nouvelle œuvre dans notre réseau de la STM. La station de métro Place Saint-Henri accueille désormais une installation en mosaïque de céramique et de pâte de verre nommée Rive Saint-Yan. Avec cette œuvre, l'artiste Véronique Leperrière-M souligne l'importance de l'eau et des végétaux dans le développement passé et à venir du quartier Saint-Henri. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre de la politique d'intégration des arts, de l'architecture et de l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, communément appelée la politique du 1 %. Je rappelle que d'importants travaux se sont récemment terminés à la station Place Saint-Henri qui ont permis d'installer des ascenseurs, de construire de nouveaux édicules et de réaménager la place Saint-Henri, entre autres, du terrassement et du nouveau mobilier urbain. Rive Saint-Yan devient donc la 90e œuvre d'art dans le réseau du métro de la STM. Permettez-moi de faire un point sur les négociations et les moyens de pression qui sont en cours. Depuis le début d'année, nous avons 4 conventions collectives qui sont venues à échéance. À travers ces 4 conventions-là, 3 ont été chercher des mandats de grève. Je rappelle qu'un mandat de grève, c'est une possibilité de faire la grève, mais avant de pouvoir le faire, ça prend un avis et une entente de niveau de service essentiel au tribunal administratif du travail. Comme vous le savez, il y a une grève annoncée de notre syndicat d'entretien, de nos employés d'entretien du 9 au 17 juin inclusivement. Nous avons travaillé en collaboration avec le partenaire syndical pour établir un niveau de service essentiel qui a été entériné au tribunal administratif du travail lundi dernier. Donc, la STM met tout en œuvre pour limiter les impacts sur sa clientèle et à travers les prochains jours du 9 au 17, on vous invite à consulter nos outils d'information. Le service est variable en fonction des enjeux rencontrés pour la sécurité de la population à travers les différentes journées et il y a des cas d'exception.
Toutefois, le service essentiel prévoit notamment un service régulier le 13, 14 et 15 juin afin d'assurer le bon déroulement du Grand Prix du Canada et un flux très important de personnes attendues sur l'île de Notre-Dame, qui est un site isolé qui devient vraiment un enjeu de sécurité avec la quantité de personnes qui s'y déplacent. 97% des personnes y vont en transport collectif. Vous comprendrez que je n'élaborerai pas sur l'évolution des discussions en cours au niveau des négociations, discussions qui sont réservées aux tables d'échange mises en place à cet effet. Toutefois, sachez que l'ASM est très consciente des impacts dans le quotidien de nos clients et c'est pourquoi je vous invite à planifier vos déplacements. Pour ce faire, l'ASM a prévu une page qui va donner toute l'information, stm.info/grève. Et on invite grandement les clients à planifier leur déplacement, prévoir le double du temps d'habituel, de voir, il y aura probablement plus d'entassement. Ceux qui ont une possibilité de prendre un mode actif, que ce soit le Bixi, la marche, le vélo ou le télétravail peut-être pour revoir vos déplacements durant cette période. Et la STM fera tout pour vous tenir informés avec le maximum d'informations pour vous guider à travers ces journées. Finalement, dépôt du rapport annuel à venir. Donc, je tiens à mentionner que le rapport d'activité annuel 2024 sera déposé la semaine prochaine. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé très fort pour revoir le document, le moderniser, le rendre interactif sur notre site et bien rassembler tous les différents rapports de la STM et démontre tout le travail transversal qui est fait pour qu'on soit là au quotidien pour effectuer 1,1 million de déplacements à l'intérieur de nos réseaux bus et métro et plus de 10 000 déplacements au transport adapté. Alors, je suis très fière et j'ai bien hâte que vous puissiez aller consulter la version qui est beaucoup plus conviviale. Merci à toutes les équipes et merci à tous les employés qui sont là à tous les jours, qui nous permettent de réaliser notre mission. Voilà ce qui fait le tour des nouvelles du dernier mois. Merci beaucoup. Donc, ce qui nous permet de passer à la période de questions. Donc, on a 11 questions inscrites de gens qui se sont déplacés ici et 2 questions en virtuel. Je rappelle le fonctionnement de la période de questions. Chaque personne vient au micro, peut poser une question et une question complémentaire. On demande d'être bref parce qu'on veut passer tout le monde. La période de questions est d'une durée d'1 heure. Et on commence dans un premier temps à prendre que 3 questions sur le même sujet. S'il y a une 4e, 5e, 6e question sur le même sujet, on y revient à la fin, si le reste du temps, à la période de questions. Alors, ceci étant dit, ça nous permettrait donc de passer à la première question. Et je suis désolé, je sais que je n'aurai pas la bonne prononciation du nom. Moyan Pourmosson. Voilà qui est parfait. Moyan Pourmosson. Je crois que j'y suis arrivé. Merci beaucoup. On va vous accompagner. On peut ajouter le micro selon votre volonté. Bienvenue. On vous écoute pour la première question. Messieurs, dames, je suis venue aujourd'hui pour vous parler de ma grave inquiétude face au transport adapté dans l'avenir. Je peux vous dire que depuis 35 ans que j'utilise la STM et depuis 18 ans le transport adapté, je peux vous dire et dire dans d'autres pays même que votre transport adapté et votre fleuron et votre rose, c'est la partie humaine vraiment de la STM. J'ai su que l'année prochaine, vous voulez transférer les minibus aux compagnies privées. C'est la plus mauvaise idée que vous auriez pu avoir. Parce que vos chauffeurs et les minibus, pour des gens comme moi qui prennent souvent le transport adapté et les meilleurs moments qu'on peut passer dans une journée. Vos chauffeurs sont compétents, ils sont disciplinés, ils sont formés, ils sont attentionnés, ils sont polis. Dans les compagnies privées actuellement, vous savez que ça ne marche pas du tout, même les compagnies de taxi. Si vous n'êtes pas au courant, puisque je suis au courant, je peux vous le dire, ça va très mal. Il n'y a aucune compagnie au Québec qui pourrait prendre la place des minibus de la STM. J'ai commencé beaucoup plus mince qu'aujourd'hui avec une petite parchette.
Quelques années après, je suis arrivée avec une grosse personne qui prend 1,5 place dans les minivans et une grosse marchette. Dans quelques années, je serai sûrement comme sur une civière dans le transport adapté. Et j'ai vu déjà des dames dans cette situation qui n'entraient pas dans les minibus. J'étais une fois avec une de ces dames, elle a pris comme ça, d'une manière transversale ou oblique plutôt, toute la place et moi j'étais en train d'étouffer jusqu'à ce que, heureusement, le chauffeur arrive à la place. C'est pour vous dire, s'il vous plaît, pour nous et pour votre avenir, parce que vous aurez besoin aussi dans quelques années au transport adapté. Parfait. S'il vous plaît, pour nous et pour vous, respectez l'état actuel des minibus avec les mêmes chauffeurs, avec le même service, et on vous remerciera même dans des générations futures. Merci pour votre commentaire. Peut-être pour vous rassurer justement sur la suite des choses, Marc-Claude. Bien, merci beaucoup pour votre commentaire, Mme Bourmasson. C'est sûr que c'est une décision que la STM a prise. C'est une décision d'affaires qui est basée vraiment sur un modèle qui, à moyen et long terme, ne répond pas aux besoins de notre clientèle, puisque notre capacité véhiculaire va être remise en question au fil des années. Déjà cette année, il y a plus de 36 de déplacements en transport adapté et on atteint déjà les niveaux pré-pandémie. Donc, c'est une décision où on a 90 de notre offre qui est déjà offerte par le service de l'industrie du taxi. Je vous ai bien entendu de dire que le service n'est pas satisfaisant. Je vous invite, je ne sais pas si on a quelqu'un dans la salle du transport adapté, à d'être ici. Donc, on pourra peut-être recueillir vos commentaires. Mais c'est sûr que nous, on prend les plaintes, on prend les commentaires, on fait le suivi du niveau de la satisfaction et il y a quand même un bon niveau de satisfaction. Il y a des éléments différents de satisfaction quand c'est les minibus STM versus l'industrie du taxi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un modèle à une seule tête distribuer le travail. Donc, on a 90 à l'industrie du taxi. On ramène le 10 qu'on fait actuellement à l'interne. On a un contexte aussi financier dans lequel on tient compte, mais l'objectif ultime, c'est d'assurer qu'on puisse respecter notre promesse de zéro refus à travers les décisions qu'on prend. Le changement, c'est sûr que c'est un changement et jamais on n'a remis en question l'expertise et la qualité de service de nos chauffeurs au transport adapté. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Alors, ce n'est pas un élément de notre décision, c'est vraiment un objectif de revoir un modèle d'affaires, assurer notre capacité véhiculaire à travers le temps et avoir un modèle plus cohérent. Donc, on va s'assurer à travers les changements qu'on fait d'avoir des microbus qui répondent à l'ensemble des besoins. C'est ce qu'on s'engage. Et il y aura aussi une formation, un suivi de la qualité à travers l'industrie de microbus qui desservera les déplacements qui requièrent ce type de véhicule. Merci. Merci. On passe donc à la prochaine intervention. Jean Bouchard. Monsieur Bouchard, on vous écoute. Bonjour. Je me suis présenté hier soir à la séance publique d'information. Oui, excusez-moi. Je me suis présenté hier soir à la séance publique d'information de la RTM. Je lui ai posé une question. Il m'a dit que ma question était plus appropriée de venir ici. Ça a donné très, très bien. On verra. OK. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir qui a autorisé l'augmentation de la rémunération de la directrice générale de la STM. Parfait. C'est le conseil d'administration, en appliquant une stratégie de rémunération qui a été décidée par le conseil d'administration en 2009. Okay. Ceci dit, dans l'application, dans ce cycle-ci, la directrice générale nous a proposé depuis 2 ans de renoncer à l'augmentation normale de son salaire pour avoir un salaire qui est fixe avec des contributions forfaitaires. Donc, l'augmentation, la dernière augmentation cumulait 2 ans de forfaitaire parce qu'il n'y en avait pas qui avait été versé l'année d'avant. Ceci dit, je dois vous dire que cette stratégie de rémunération de 2009 est présentement en cours de révision. OK. Parce que vous avez comme pelleté par en avant les augmentations, ce qui fait que c'est un gros montant. C'est un gros montant, c'est un gros pourcentage. Présentement, les citoyens du Québec en ont comme pas mal ras-le-bol des grosses augmentations qui sont consenties à certaines personnes, certaines élites. OK? Donc, c'est normal que ça accroche un petit peu et qu'il y ait une sorte dans l'engrenage.
Merci. C'est votre deuxième question? Oui, Parfait. oui, Merci vous avez beaucoup. commentaire. Je confirme, c'était le bon endroit pour la poser. Je comprends votre point de vue. Je vous enverrai une note explicative, là, personnellement, justement, sur l'augmentation, parce qu'effectivement, il faut comprendre que 2 années de forfaitaire combinées en une, si vous aviez posé la question l'an passé, il y avait un gel du salaire. Donc, il y a cette explication-là qui doit être donnée. Et comme je vous le dis, le conseil d'administration a appliqué avec rigueur une stratégie de rémunération décidée en 2009 par nos prédécesseurs et on est à la revoir. Merci. Je rajouterai aussi, bien entendu, et ça va pour l'ensemble de nos employés, c'est bien de le dire en contexte de négociation, mais ça va également pour l'ensemble de notre comité de direction et notre directrice générale, qu'on est très fiers comme conseil d'administration du travail accompli par tous les employés, toute la direction de la STM, jour après jour, pour être au service de nos clients. Ça va, comme la question était sur notre directrice générale, on veut souligner sa performance au travail. Je vais passer tout de suite à la question 4 pour mes collègues et on reviendra à la question 3 parce que je veux recouper les questions sous un même thème. Donc, je vais prendre l'intervention de M. Stéphane Lamont. Merci. Bienvenue. J'aimerais savoir, là, compte tenu des défis potentiels là, à la STM, pourquoi on remarque une augmentation de la sous-traitance? Je regarde que ce soit du côté de l'approvisionnement, que ce soit du côté de l'ingénierie, que ce soit du TI, on remarque une augmentation réelle là, de la sous-traitance. On sait qu'un sous-traitant coûte beaucoup plus cher qu'un employé à la STM. Puis, compte tenu là, du contexte économique, là, je m'interroge de ce côté-là, pourquoi il y a cette augmentation-là. Parfait, merci pour votre question. Merci pour votre question, M. Lamont. Là, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Je ne pense pas qu'il y a davantage de sous-traitance. Je pense qu'il y a des dossiers qu'on a adressés qui sont publics actuellement. Alors, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous en parallèle, que vous nous emmenez les faits qui sont rapportés avec ça. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. À travers différents programmes, on a des modèles de fonctionnement qui sont les mêmes depuis plusieurs années. Donc, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous dans un autre canot pour en discuter plus largement puis comprendre ce que vous apportez ici aujourd'hui. Question complémentaire? Je vais arrêter là. C'est correct. Je vais revenir avec ce qu'on demande, avec les plans, puis ça va être bien documenté. Ça va nous faire plaisir de répondre. Merci. Merci beaucoup. On va prendre 3 questions. Je l'ai déclaré précédemment suite à une consultation avec notre conseiller à l'éthique. Je me suis retiré de toute discussion ou intervention sur la question du PVM Bellechasse. Donc, je vais confier l'animation du prochain bloc de 3 questions qui portent sur le sujet à la directrice générale. Puis, je répète, parce que je vois d'inscrits d'autres questions sur le même sujet. On va y revenir en fin de la période de questions s'il nous reste du temps. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, j'invite Mme Carole Guindon à venir poser sa question. C'est Caroline. Ah, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Bon, par où commencer? PVM Bellechasse. Donc, par un petit retour en arrière, il y avait plusieurs sites qui étaient possibles pour installer le futur poste de ventilation mécanique. La STM, malgré les options possibles, s'est tournée vers la maison de la famille Lee. Des personnes âgées de maintenant 72-73 ans avec leurs proches aidants. Donc, depuis novembre 2024, il y a eu 4 reports d'expropriation. Est-ce que la STM a l'intention de leur faire vivre cette situation-là éternellement, considérant que les budgets sont clairement manquants pour faire ça? Je vous pose la question. Pensez-vous qu'à un moment donné, vous allez arrêter de reporter continuellement cette expropriation-là? Puis je vais tout de suite y aller avec ma sous-question. Si c'était vous, comment ça serait?
Oui, Mme Guindon, je pense que le dossier PBM Bellechasse, on en a discuté en long et en large à plusieurs occasions ici, dans les médias, etc. On comprend vraiment la situation. C'est jamais agréable d'être exproprié. C'est jamais agréable quand ça perdure dans le temps. Mais si je vous rappelle que si ça perdure dans le temps, c'est parce qu'on a décidé avec la SQI de regarder une autre option qui était envisageable. Donc, ce n'est pas dans les options de départ qu'on est en train de faire des analyses parce que pour nous, le site qu'on avait choisi en fonction des critères est celui qu'il fallait choisir pour avoir le meilleur PBM et les meilleurs coûts aussi à travers le projet qu'on allait réaliser. Une fois ça dit, on a eu une ouverture de notre partenaire. On est en analyse avec la SQI. Ce qu'on souhaite faire, c'est revenir le plus vite possible parce qu'effectivement, si on était dans cette situation-là, on s'attendrait qu'on travaille avec diligence, ce qu'on fait avec la SQI. Et dès qu'on aura une conclusion de savoir est-ce qu'il y a un autre site possible, et là, on pourra conclure cette expropriation-là. Mais tant qu'on n'a pas ces résultats-là, il faut pouvoir préserver le site. Après, vous parlez de financement. C'est sûr que des PBM, on en fait en cadence. On ne peut pas tout faire ça en même temps. Donc, ça aussi, l'arbitrage de est-ce qu'on a le financement ou pas n'est pas encore fait. On n'a toujours pas de retour du gouvernement sur l'argent qu'on pourra dépenser en maintien d'actifs dans la prochaine année. Donc, ça aussi, si on a cette information-là, ça nous permettra peut-être de prendre d'autres décisions. Mais pour l'instant, l'élément qui est critique, c'est l'analyse du site, de savoir s'il y a un autre site qui est envisageable selon les critères qu'on s'est donnés, tout en respectant les coûts de projet. Okay, parfait. J'appellerai Mme Grégoire. Bonjour, donc toujours sur PBM Bellechasse, on a participé un certain nombre de citoyens à la commission indépendante sur le PBM qui a remis son rapport le mois de mars. Je pense que vous l'avez récupéré. Donc on se demande quand est-ce qu'on va enfin y avoir accès. C'est une commission publique indépendante, donc payée par nous, citoyens. On a eu accès à une première version via l'accès à l'information qui était biffée. Donc là, on voudrait avoir accès à la version avec les conclusions de la commission. Donc, je demande quand est-ce qu'on va enfin avoir accès à ce rapport. Je demandais à M. Lirette de venir préciser l'information. Si en fait, on va vous revenir sur cet élément-là, si c'est possible. Parfait. Donc, on vous revient rapidement sur l'information. Serge, est-ce que tu as l'info? Monsieur Leblanc? Il faut juste trouver la bonne personne qui a l'information. Je sais qu'il y avait un rapport, il y avait une volonté de voir si on avait un nouveau site, de voir comment on l'élargissait, tout ça. Donc, il y a eu plusieurs discussions sur ce rapport-là. Alors, l'information plus à jour nous viendra de M. Leblanc. Voilà. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a dû suspendre la communication publique pour se concentrer sur la vie du site. Pour s'assurer que ce site-là va être en mesure d'accueillir le PBM. Donc, les équipes sont concentrées, la consultation est suspendue. Dès qu'on a un rapport final, que la commission reprendra suite aux décisions, comme disait Marie-Claude, sur le site idéal qui serait sélectionné, on pourra rendre le rapport disponible. Aujourd'hui, c'est sur la glace qu'on peut. OK, mais on ne peut pas avoir accès au rapport sur le site de la maison de Trivili. On a participé, ça a pris de l'énergie. On a eu une première version biffée. Pourquoi on ne peut pas avoir la version non biffée? Ça reste très nébuleux pour nous. Ça sera disponible dès que les consultations reprennent. On conclut sur le choix du site. Pour le moment, le rapport n'étant pas complètement final. Nos équipes aussi sont concentrées à travailler. Mais le rapport n'est pas final de la part de qui? De la part de la commission, il est final puisqu'on a eu une version. Pour nous, la consultation publique est suspendue. Elle n'est pas complètement terminée tant qu'on n'a pas tout bouclé l'analyse du site SQI. On n'a pas fait un choix final. Donc, inquiétez-vous pas, le rapport va être rendu disponible dès que la consultation reprend et qu'on a une conclusion sur le site. Donc, Mme Grégoire, on s'engage à vous revenir le plus rapidement à quel moment le rapport sera disponible. Vous comprendrez qu'il y a des analyses qui ne sont pas finies, puis nous, on est venu comme la suspendre cette consultation publique, le temps des analyses pour finaliser le rapport. Donc, on vous revient dans les meilleurs délais à quel moment il va être disponible. Le choix est fait sur la SQI, il va y avoir une nouvelle consultation qui va être... C'est une possibilité.
J'appellerai maintenant M. Drouin-Desjardins. Bonsoir. Concernant le PVM Bellechasse, on a fait faire des études sur les différents sites qui avaient été proposés par la STM, là, dont le site du garage Bellechasse, qui était le site initialement recommandé par la STM. Et on a vérifié les évaluations budgétaires là, sommaires qui avaient été transmises aux citoyens. Puis on arrive à des coûts différents là, sur certaines erreurs qui avaient été faites dans les analyses de la STM. Puis on arrive avec un coût supplémentaire d'environ 1,3 million là, par rapport au site de la famille qui équivaut environ à 2 du prix global du projet, là, qui est d'environ de 60 millions selon la STM. Donc, en choisissant le site du garage Bellechasse, ça permettrait de réaliser le projet là, dès que possible. Et ça permettrait aussi de réutiliser la chaleur du métro avec des thermopompes pour chauffer les futurs logements qui sont prévus là, à la cité Saint-Denis. Donc, la STM dit qu'elle souhaite promouvoir l'environnement puis le développement durable. Donc, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas utiliser le site 7, surtout que présentement, vous n'avez même pas le budget pour faire le projet sur le site de la famille Lee. Donc, en attendant le budget pour le cité Saint-Denis, ce serait possible de regrouper les deux projets ensemble qui, étant donné que le cité Saint-Denis va sûrement nécessiter une enveloppe budgétaire globale là, des différents ordres de gouvernement. Bien, merci, M. Drouin-Desjardins, là, pour votre question, vos commentaires. En fait, là, moi, j'ai juste une petite précision. Vous parlez du site du garage Bellechasse ou du garage Saint-Denis? Parce que le garage Bellechasse, le terrain Bellechasse, on s'entend qu'on a construit le nouveau garage de transport. Oui, le garage Saint-Denis. OK, le garage Saint-Denis. Donc, à plusieurs reprises, on a expliqué la distance de raccordement au métro qui amène une inefficience puis qui amène des coûts importants. Je comprends que vous nous emmenez des éléments, donc on les aura notés dans l'analyse du terrain de M. Lee. À travers ce qu'on est en train de faire, on remet à jour nos analyses, donc ça nous fera plaisir de revoir s'il y a eu l'erreur ou pas dans les analyses qu'on a pu faire pour qu'on prenne la décision la plus éclairée. Mais présentement, il faut attendre les analyses du site d'SQI pour pouvoir revenir. Quand est-ce qu'on prévoit obtenir des réponses pour la SQI? On espère le plus rapidement possible. Puis, tu sais, j'aimerais beaucoup que ce soit à travers la période estivale, mais j'ai le goût de vous dire au plus tard à l'automne 2025. Merci. Merci. Écoutez, on a deux autres questions sur le même sujet. On y reviendra à la fin de la période de questions s'il reste du temps. Prochaine question, M. Gilbert Bauer. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, j'étais hier soir aussi à l'Assemblée publique annuelle de la RTM, et là, nous avons appris qu'ils viennent d'obtenir un financement, une aide financière exceptionnelle sur 3 ans de 800 millions de dollars. Puis ensuite, ils sont obligés de trouver 200 millions de dollars par de nouvelles sources de financement que le gouvernement ne paiera pas. Alors, ma question est la suivante. Quelle part recevrez-vous de ce 800 millions de dollars? J'aime bien la question. Je crois que la réponse est complexe. Ouais. Merci, M. Bauer. Je pense que ça aurait été une bonne question pour le conseil d'administration de la RTM. Oui, j'ai oublié de la poser, celle-là. Mais habituellement, peut-être vous êtes au courant mieux. Je vais vous faire une équation ronde, là, puis là, je ne sais pas, 800 millions, il veut dire quoi tout ça, mais habituellement, dans le financement qu'on va chercher, la STM, la taille d'envergure de la STM versus les deux autres OPTC, EXO dans la grande région métropolitaine, c'est autour de 70 % qu'on va chercher des aides financières. Toutefois, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille avec la RTM. Nous, on est en train de s'entendre sur... On convient d'un niveau de service à livrer pour l'année 2026 et après, il y a une entente de rémunération qui vient. Donc, la RTM... peu importe où est-ce qu'elle prend sa source de revenus, elle s'engage à nous déposer tant de rémunération à travers l'année 2026 pour qu'on livre tant de services. Et ces discussions-là sont en cours avec nos équipes et leur équipe. Question complémentaire? Oui, j'ai une question complémentaire. Vous savez, si le gouvernement provincial est réticent de financer de façon pérenne le transport collectif au Québec, de financer adéquatement le transport collectif de façon pérenne, il y a toujours moyen d'aller voir du côté fédéral un peu. Même si c'est de compétence provinciale, le transport collectif, rien ne vous empêche d'aller voir du côté fédéral un peu, là, pour voir s'il y a des possibilités de financement possibles. Croyez-moi, bien qu'il y ait une particularité au Québec comparativement aux 9 autres provinces, c'est-à-dire le financement fédéral, prenons mes collègues de Toronto, de la TTC, reçoivent directement du financement fédéral.
avec l'entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, toute contribution fédérale doit passer via un programme du gouvernement provincial. Ceci étant dit, tout comme vous m'entendez faire des représentations auprès du gouvernement provincial, on en fait également, croyez-moi, auprès du fédéral, parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est plus d'argent pour le financement du transport collectif, ce qui nous a valu, entre autres, moi, avec mes collègues de Toronto et de Vancouver, d'aller justement rencontrer plusieurs élus à Ottawa, pas plus tard que la semaine dernière, pour les sensibiliser au fait de financer les grandes infrastructures de transport collectif. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre affirmation. Très bien. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça va donner des résultats, mais bon, ça, c'est notre affaire. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup. Prochaine question. Simon-Pierre Robillard. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Simon-Pierre Robillard, agent syndical au syndicat exécutif du transport de Montréal et également salarié de la STM depuis plus de 20 ans. Préambule, répétition. Le 3 juillet dernier, Monsieur le Président, mon président est venu faire une intervention. Je ne vous réciterai pas tout ce que je vous ai déjà dit puis ce qu'il vous a déjà dit, mais essentiellement, le message qu'on a voulu envoyer, c'est qu'on est en négociation, ça avance pas, ça bouge pas. Pouvez-vous nous aider à mettre de l'huile dans le moulin pour que ça avance? Le 5 février dernier, j'ai fait une intervention pour dénoncer encore une fois la lenteur dans le processus de négociation. Et ce n'était pas la première fois. À chaque fois que le syndicat a tenté de faire des représentations au CA ou à la ville, ça s'est un peu toujours soldé de la même façon. On s'est fait dire « t'es pas au bon forum ». D'accord. Il faut traiter ces questions-là à la table. D'accord. Si on regarde la revue de presse des derniers jours autour de la grève, le pouvoir politique, tant au niveau municipal que provincial, semble dire « parlez-vous, entendez-vous, puis vite, parlez-vous ». Aujourd'hui, on avait une rencontre de négociation avec la STM. La prochaine rencontre est prévue mercredi. L'agenda a été établi depuis déjà quelques semaines. On essaie d'avoir plus de rencontres, ça ne fonctionne pas, on établit. Il n'y a personne à la STM, personne dans les derniers jours, au niveau de la haute direction, au niveau des représentants à la table, qui a fait une intervention auprès du syndicat pour dire qu'est-ce que ça prend pour ne pas sortir en grève, y a-t-il une voie de passage? Puis la grève commence dimanche, on peut se parler. La prochaine rencontre, c'est mercredi. Silence radio. On a quitté aujourd'hui, on s'est serré la main, puis on s'est dit on se revoit mercredi prochain. Ma question est la suivante. Trouvez-vous normal dans le contexte actuel que les représentants de la société n'ont d'aucune façon cherché à savoir s'il y avait une façon d'éviter la grève annoncée et s'il y avait lieu de planifier des rencontres de négociation supplémentaires? Merci, M. Robillard. Dans votre préambule, votre mise en contexte, vous rappeliez les interventions que vous avez faites. Je veux noter qu'on les a toujours reçues, qu'on les a toujours entendues ici. Et comme les autres fois, oui, je vais vous répéter la même chose. C'est-à-dire que comme conseil d'administration, on délègue à notre directrice générale et à son équipe aux endroits appropriés, c'est-à-dire les tables de négociation, les discussions à cet effet. Donc, ce conseil, je vous le répète, on est toujours là pour vous entendre, mais vous le savez très bien, vous n'êtes pas surpris de me l'entendre dire, on relaie à notre direction générale et à nos représentants aux tables, justement, la voix de la STM qu'on supporte. Alors, Marie-Claude, est-ce qu'il y avait un complément à donner? Bien, merci, M. Robillard, pour votre intervention. Comme on dit, quand on est à une table de négociation, on danse à deux. Ça prend deux parties pour pouvoir avancer. Donc, la STM est ouverte à faire plus de rencontres si c'est nécessaire. Là, vous invoquez le délai entre deux rencontres, mais souvent, entre deux rencontres, vous avez des dossiers à préparer. On a des dossiers à préparer. Donc, nous, on est disponible pour avancer plus rapidement, trouver des solutions. Par ailleurs, la STM vous a proposé d'aller chercher une tierce partie, un facilitateur pour trouver plus rapidement des solutions, accélérer le rythme de discussion. Donc, pour moi, c'est dans les deux côtés qu'on apprend à danser pour être capable d'aller chercher un règlement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir régler le plus rapidement possible avec vous à l'intérieur des balises qu'on s'est données pour l'évolution, la transformation de la STM pour assurer sa viabilité à long terme. Question complémentaire?
Je ne sais pas si ça va terminer par une question. Écoutez, Madame la directrice générale, malgré tout le respect que je vous dois, vous avez plus d'ancienneté que moi à la STM, vous êtes censé connaître plus le tabac que moi, vous avez fait plus de négociations, vous étiez avec moi à la dernière. J'imagine qu'on est au même endroit si je vous suggère que demain matin, même si les deux parties diraient on fait une demande accélérée au ministère pour avoir un facilitateur, un conciliateur, un médiateur, on ne peut pas frotter une lampe de génie puis il va apparaître demain matin. Donc, est-ce qu'on est à la même place que si on veut essayer d'éviter une grève dimanche? On ne peut pas se cacher derrière quelqu'un qui n'est pas nommé, qui n'est pas là. Il faut prendre les choses en main. Cela étant dit, on a reçu votre proposition d'un conciliateur. On est en train de la regarder. On vous a posé des questions à table aujourd'hui et les réponses sont aussi grises que l'expectative d'un règlement. Mais soyez assurés que la semaine prochaine, on va prendre une position là-dessus. Merci. Je vais vous demander question des commentaires par respect pour les gens qui sont au micro, ceux qui posent des questions comme ceux qui répondent, de retenir nos interventions lorsqu'on est au micro. Merci, M. Robillard. Est-ce qu'il y avait un complément? Non. Non. Merci. Okay, merci. Prochaine intervention, Mathieu McLaughlin. Mathieu McLaughlin, bienvenue. Merci beaucoup. Ma question concernant les ascenseurs à la station de métro Atwater qui sont rentrés en service au mois d'avril. À ce moment-là, quand ils sont rentrés en service, ça a été annoncé sur la page Facebook. J'ai posé une question en commentaire à cet affichage-là pour savoir, est-ce que, vu que la liaison entre la mezzanine et le rez-de-chaussée est assuré par l'ascenseur du complexe Alexignon, j'avais demandé, est-ce que ça va être disponible à l'extérieur des heures d'affaires d'Alexignon, durant les heures d'ouverture du métro, soit en fin de soirée et en début de matinée? Et on m'a assuré que oui, il y a une entente avec l'exploitant de la place Alexignon pour que ça soit le cas. Je me suis présenté quelques jours plus tard et je me suis représenté dans la dernière semaine de mai à 11h le soir pour voir. Et les deux fois, c'était fermé, c'était barré. Il n'y avait aucun accès possible à la place Alexignon. Donc, il n'y avait aucune façon pour quelqu'un qui avait besoin d'un ascenseur de sortir de la station métro. Et vous comprendrez que c'est dramatique. Mettons, quelqu'un arrive avec le dernier train qui est en fauteuil roulant, qui a besoin d'ascenseur pour sortir, il serait complètement embâclé à l'intérieur de la station de métro. Il n'y aurait aucune façon de le sortir de là. Et puis, cela n'est mentionné nulle part dans les cartes, dans le site web de la STM, la page de la station Atwater, que cette situation existe. Donc, est-ce qu'il y a effectivement une entente avec Alexignon? Est-ce qu'il y a un suivi qui va être fait pour s'assurer que cet ascenseur-là est bel et bien à la disposition de la clientèle à travers les heures d'ouverture du métro? Et est-ce que la STM va demander une compensation du fait du non-respect de cette entente-là jusqu'à présent? Bien, merci, M. McLaughlin. En fait, on va devoir vérifier parce que oui, on a une entente. J'ai vu l'entente de ça. Donc, quand on s'entend avec un partenaire comme ça, c'est qu'il faut que l'ascenseur soit en service pour nos heures d'exploitation. Parce que vous l'avez bien nommé, une personne en fauteuil roulant, un ascenseur qui ne fonctionne pas, c'est comme un train qui ne passe pas. C'est la même réalité. Alors, nos équipes vont vous rappeler. On va faire certaines vérifications. Puis, entre-temps, n'hésitez pas on ne souhaite pas que vous reviviez cette situation-là, mais si vous la revivez à nouveau, d'informer notre centre de service à la clientèle. Nous, avec l'information, l'heure, on va être capable de faire des vérifications plus rapidement, mais on va vérifier l'ensemble des informations et on va vous rappeler quelqu'un de l'équipe de Nathalie Clément, qui est directrice exécutive de planification, exploitation et expérience client, vont vous rappeler. Mais oui, il y a une entente pour assurer une continuité du service durant nos heures d'exploitation. D'accord, merci. Merci beaucoup. Parfait. Je vois des gens dans la salle qui veulent réagir. On ne peut pas prendre les interventions au micro. Vous pouvez toujours vous présenter à la table dernière si vous voulez donner vos coordonnées. Parfait. Merci. Il n'y a pas d'autres questions complémentaires, M. McLaughlin. Merci beaucoup. En fait, il y en avait une. OK, allez-y. Je m'avais inscrit pour un.
C'est un lien avec la station Atwater, en fin de compte. Je viens de découvrir que finalement, l'éticule de la rue Sainte-Catherine a été rouverte, ce qui devait être fait le 30 avril. Plus généralement, par exemple, il y a plusieurs interventions qui ont été faites en station, des barrières, des barricades qui ont été faites dans plusieurs stations pour empêcher à nos concitoyens en situation d'itinérance d'utiliser les installations de transport en commun. De passage, empêcher tous les citoyens d'utiliser ces passages-là. Je trouve ça, si vous me permettez, sauf votre honneur, je trouve ça laide, je trouve ça insécurisant, je trouve ça inconvénient, je trouve ça inconvenant d'empêcher à tous les citoyens d'utiliser des infrastructures qui nous appartiennent afin d'en empêcher une section de cette clientèle-là à qui ça appartient également. Et je parle des personnes en situation d'itinérance, c'est leur métro aussi. Dans le brefage technique qui a été circulé au mois de mars, ça indiquait que toutes ces mesures-là allaient prendre fin le 30 avril. Les passerelles de la station Place des Arts sont encore bloquées. La mezzanine de la station Bonaventure est toujours barrée par plusieurs clôtures de bois. Je trouve ça déplorable. Est-ce que ça va être enlevé? Est-ce qu'on va revenir à un métro qui est utilisable pour tout le monde à ce point de vue-là? Merci beaucoup, M. McLaughlin. Pour des réponses précises sur des installations particulières, je vais laisser mes collègues répondre, mais juste clairement dire, là, le métro, effectivement, comme vous l'avez dit, il appartient à tout le monde. C'est un service public pour tous. Donc, on est là pour déplacer les gens, quelles que soient leurs conditions, leur statut. C'est notre mission de déplacer les gens et on veut être efficace et utile dans le déplacement des gens. Ça nous a amené à prendre certaines décisions, des considérations de sécurité, justement pour permettre de déplacer tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. On se fait un service complètement exclusif. Vous aviez des questions précises là, sur des installations particulières? Je ne sais pas si on est capable d'y répondre. Bien, je vais commencer. Là, Oui. c'est sûr que c'est qu'on était face à quand même une situation exceptionnelle de sécurité dans le métro, un sentiment de sécurité vraiment à la baisse pour l'ensemble de notre clientèle, qui fait que moins d'un client sur deux se sentait en sécurité dans le réseau du métro, des chiffres qui descendaient de plus en plus, une réalité où est-ce qu'il y a des gens qui prennent des décisions de ne pas prendre le transport collectif parce qui sont confrontés à des personnes plus vulnérables, à des comportements qui sont moins prévisibles. Alors, oui, il y a eu des mesures qui ont été prises. On a évalué les valeurs de ces mesures-là. On est en discussion avec notre conseil d'administration présentement pour voir quelles mesures qu'on se doit de continuer, d'arrêter, de reprendre pour assurer un sentiment de sécurité. C'est sûr que les chiffres sont assez probants là, dans les indicateurs qu'on a suivis. Alors, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Donc, il y aura des décisions qui vont se prendre. On pourra vous informer au cours des prochaines semaines. Mais c'est sûr que nous, on se doit d'agir sur la sécurité de nos employés, de notre clientèle, pour assurer qu'on réalise notre mission de base, qui est de déplacer des gens de façon fiable, sécuritaire et performante. Vous comprenez, comme ça peut être paradoxal de vouloir assurer l'accessibilité ou la capacité d'accueil du métro en enfermant des boîtes. Oui, on comprend bien le dilemme. On vous a expliqué notre point de vue, comment est-ce que c'était pour garder justement un service inclusif ouvert à tous pour que tout le monde se sente en sécurité. On comprend votre point de vue, ça fait partie des dilemmes qu'on a. Merci d'avoir exprimé votre opinion ici ce soir. On passe donc maintenant à la période des questions reçues par Internet. Nous en avons deux, j'en ferai la lecture. La première de M. Robert Bijoux. Les personnes sans domicile utilisent les tunnels pour consommer des drogues interdites ou commettre d'autres actes répréhensibles en cachette. La STL ne devrait-elle pas installer des portes palières? Il y a une sous-question. Allons-y avec celle-là. Très bonne idée. Bien, merci beaucoup, M. Bijoux. Les portes palières, c'est quelque chose qu'on croit beaucoup pour améliorer la fiabilité de notre service et réduire les incidents. Toutefois, devant les choix difficiles où est-ce qu'on n'a pas les moyens d'entretenir nos actifs déjà existants, c'est difficile pour nous d'enclencher un projet de porte palière actuellement. Toutefois, ce projet-là, il est dans notre plan d'investissement sur 10 ans. C'est quelque chose qu'on veut tendre vers, mais à court terme, on n'a pas le financement nécessaire là, pour pouvoir aller de l'avant avec cette suggestion-là, à laquelle on adhère et qu'on souhaite pouvoir implanter dès que possible.
Monsieur Bijoux avait une question complémentaire. Solliciter des renseignements auprès du guichetier lors de l'arrivée ou du départ des trains de métro, c'est quasi impossible. La STM envisage-t-elle poser des micros et haut-parleurs amplifiés? Pour répondre, Monsieur Christopher Grandjek, directeur livraison de services Expérience Client. Alors, bonsoir. Bonsoir. Excellente nouvelle, en fait. Donc, une problématique qui était très connue au niveau du métro. Dans les dernières semaines, nous avons testé un nouveau gigaphone, les fameux micros auxquels vous faites référence, qui était en test à Berry. Donc, les tests ont été concluants et on va pouvoir, dans les prochains mois, déployer de nouveaux gigaphones qui vont être plus performants, donc plus faciles à la fois pour nos employés dans bien comprendre ce que la clientèle veut, mais aussi à la clientèle de pouvoir bien comprendre ce que l'agent station a à lui communiquer. Donc, ça va être déployé au cours des prochains mois. C'est une excellente nouvelle. Voilà. Merci beaucoup. Une question de Philippe Paré, j'en ferai la lecture, c'est en anglais, désolé pour mon accent. 1st of April 2024 voted to add taxi stop at the REM en Salome for 280 and 281 service was not extended to last departure of REM. Please consider extending service for 280 and 281 for last departure of REM to allow workers to go home. Et la question, REM should open in 4 months. We West Islanders still have no idea of service we will get. We already saw 214 Stuart Yule at Fairview. You've already finished design. Please show us. Alors, pour répondre, M. Pascal Rochon, directeur par intérim planification, soutien, livraison du service et parcours client. Bonsoir. Tout d'abord, désolé, la réponse va être en français. Mon anglais étant terrible, là, pour le bénéfice de tous et les oreilles de tous, je vais répondre en français. La question est tout à fait légitime. Effectivement, lorsque le REM sera ouvert, il est évidemment prévu de desservir avec la ligne 280 et 281, là, 2 services de taxi, de desservir la station Lens-Salorme lorsque le REM sera ouvert. Pour la question numéro 2, effectivement, sûrement que vous avez vu dans les journaux que la RTM a demandé à la STM et à tous les OPTC de décorréler l'implantation et les modifications des réseaux, dont la refonte, c'est-à-dire séparer l'ouverture du REM et de l'implantation des refontes. Donc, présentement, on est en discussion avec la RTM pour identifier des scénarios d'ouverture, quand est-ce que ça serait ouvert. Et effectivement aussi pour les modifications, là, donc on est en train de valider avec eux si les modifications proposées sont correctes. Donc, une fois que l'entente sera faite avec la RTM, on sera en mesure là, de diffuser l'information. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste 2 questions. Les 4e et 5e sur un sujet déjà abordé, mais puisqu'on a le temps de les prendre, allons-y, notre période de questions n'étant pas finie. Je passe des questions sur le PVM Bellechasse tel que déclaré. Je me retire des discussions là-dessus. J'invite Mme Héloïse Corbeil. C'est un peu haut. Pardon. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que par rapport au site du stationnement, pas du stationnement, mais au coin de Saint-Denis et Bellechasse, en face de la SQI, vous savez, ouais, c'est ça. Mais pas le garage, pas la nouvelle affaire que vous avez tout construit, là, mais l'espèce de terrain où il va y avoir des appartements, des locales à louer. Est-ce que c'est complètement enlevé de la discussion? Est-ce qu'il y a une croix là-dessus, puis c'est impossible que ce site soit envisagé pour la construction du PVM? En fait, vous parlez du site du centre de transport de Saint-Denis actuellement. Oui, c'est ça. Oui. Donc, en fait, ce site-là, pour nous, il est exclu dans le sens que les analyses ont été faites, les distances de connexion au tunnel, ça peut avoir l'air. C'est vraiment ça. Donc, c'est une croix, c'est final. C'est plus dans les options qu'on étudie, là, à moins que Serge me le confirme, mais c'est plus dans les options qu'on étudie. Là, présentement, c'est vraiment le site de la SQI dans lequel on est en analyse pour voir s'il y a une faisabilité de faire le PVM de ce côté-là. OK. Et maintenant, juste pour terminer, pourquoi on ne nous répond pas? On a envoyé plein de courriels suite à la rencontre qui a eu lieu au mois de février. Et on a continué à demander des informations, à écrire. On devait avoir un retour à la fin mars. Puis on est tenu dans le néant total. On ne sait pas, on est obligé de venir ici pour vous
poser justement les questions pour avoir un petit peu d'informations. Je ne sais pas par quel canal vous avez écrit, donc on va le vérifier parce qu'habituellement, on répond, puis c'est sûr que là, la réponse, elle est difficile dans le sens qu'on n'a pas encore tout à fait l'échéancier. On espère que ce sera la période estivale, mais ça sera peut-être l'automne. Ce qu'on veut juste, c'est avoir au moins un retour. Parfait. On va le regarder, mais c'est ce que je dis. Je ne sais pas par quel canal vous nous avez écrit. Parce qu'habituellement. Par courriel, tous les canaux. Parfait. On va vérifier de notre côté parce qu'habituellement, on répond. Donc, on fera des liens avec vous. Mais ce qui est vraiment en cours présentement, c'est on travaille avec l'SQLI, on analyse le terrain et dès qu'on va pouvoir statuer sur ce terrain-là, il y a une faisabilité, on va être capable de répondre. Merci. Merci. Alors, dernière question sur le PBM Bellechasse, M. Lee. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Rivilly et j'habite au 530 et 532 Bellechasse avec mes parents. Alors, vous savez, cette année, mes parents vont avoir 73 et 74 ans et vu que vous êtes plus au courant, ça fait plus que 42 ans qu'on habite là. Pour ça, c'est comme avec la crise de logement, ça va plus qu'un an que j'essaie de trouver de quoi pour eux, mais malgré le montant dérisoire qu'ils ont été imposés, c'est sûr qu'on n'a rien trouvé. Puis maintenant, vu que dans les nouvelles, on sait que dans la STM, il y a beaucoup de stations qui ont besoin d'entretien, la flotte et tout, puis vous dites que le financement il est comme manquant et que le budget n'est pas là. C'est pour ça que je sais que peut-être pour le projet là, de PBM Bellechasse, là, ça va traîner, puis peut-être que ça va même pas comme être fait dans les années qui suivent. Là. C'est pour ça, ma question, c'est comme si c'est comme ça, vous êtes au courant que vous n'avez pas le budget, puis que vous avez vos employés, puis aussi avec Mme Léonard, qu'on parle de votre salaire. Là. Si c'est possible de juste annuler l'expropriation, au moins mes parents, là, ils peuvent vivre comme en paix, puis pour ne pas se sentir comme tout le temps comme menacés pour savoir c'est où qu'ils vont s'en aller. Là. Bien, merci, M. Lee. Vous savez que c'est quand même un processus qui est judiciarisé, donc il y a beaucoup d'éléments que je ne vais pas revenir dessus. Toutefois, nous, la STM, vous nous avez demandé de regarder. Il y a eu des consultations, il y a eu une unanimité de dire est-ce qu'on peut faire un tour de roue de plus? La STM a ouvert à dire bon, la SQLI, on leur a reparlé, il y a peut-être une possibilité d'un autre titre. En temps normal, l'expropriation serait terminée, puis on ne serait pas dans l'attente puis le délai que vous expliquez. Donc, nous, on essaie de faire le plus rapidement possible, mais on a eu de l'ouverture pour venir analyser un autre site. Et évidemment, s'il n'y a pas de financement, on verra ce qu'on fait, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on anticipe. Il faut définir si on a un autre site ou pas pour pouvoir statuer de façon finale sur l'expropriation. OK. Parce que pourquoi je vous dis ça, là? Parce que vu que quand on a eu la nouvelle de l'expropriation, on pensait que c'était final et qu'il n'y avait rien à faire. Mais après ça, petit à petit, quand on a su qu'il y avait d'autres sites qui étaient envisagés, puis qu'on va dire que le garage Bellechasse était la première emplacement que ça a été un des choix que la STM voulait envisager. Puis après ça, quand on a su aussi que ma voisine, ça va faire plus que 6 ans qu'elle veut vendre sa maison et que Mme Owain Nguyen, votre directrice de projet, c'était son emplacement de choix. Mais finalement, on a décidé d'exproprier ma famille, qu'on n'a jamais demandé de se faire exproprier. Sur ça, c'est comme, y a-t-il un raisonnement à part que c'est encore dans le budget ou bien que parce qu'on était les moins chers? Bien, dans le fond, pour nous, pour chacune des expropriations, il y a des critères très, très précis dans lesquels on analyse pour arriver à trouver un site. Critères qui ont été utilisés pour trouver le site. Il y a aussi tous les normes de subvention qu'on peut aller chercher. On ne peut pas acheter trop grand si on n'a pas ce besoin-là. Donc, il y a beaucoup de critères qui ont été considérés et c'est comme ça qu'on est arrivé au site de votre maison. OK, parfait. C'est comme tantôt, qu'est-ce que j'ai entendu de vos employés dire, là, c'est essayer d'être un peu humain ou bien juste comprendre que c'est pas facile pour quelqu'un qui n'a jamais demandé de partir et trouver quelque chose que c'est impossible. Non, on comprend ça, M. Lee. On a eu l'ouverture pour regarder un autre site. Donc, on comprend que c'est des longs délais, puis je comprends que c'est long quand on attend une réponse et on fait preuve de diligence pour revenir le plus vite possible. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui ont répondu. Ça a été fait de part et d'autre dans le respect. Donc, je remercie tout le monde. Et ce qui nous permet donc, on a donc expiré toutes les questions reçues, celles inscrites et reçues par le web, ce qui nous permet donc de passer à l'ordre du jour de l'Assemblée publique du mercredi 4 juin 2025. Alors, à l'article 1, il y a adopté l'ordre du jour de la présente Assemblée. C'est proposé par Mme Morancy, appuyé par Mme Boucher. Et c'est donc adopté. À l'article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenue le 7 mai 2025. C'est proposé par Mme Barry, appuyé par M. de Souza, et c'est adopté. À la rubrique 3, deux articles en 3.1, adjuger à R22 Inc. un contrat d'acquisition d'unités de stockage et autoriser une enveloppe supplémentaire pour ajustement de prix au coût total de 1 033 490,85. En 3.2, octroyer à Vector North America Inc. un contrat d'acquisition d'un logiciel et interface Vector pour les bus New Flyer au coût total de 53 771. Donc, les articles 3.1 et 3.2 sont proposés par Mme Morancy, appuyés par Mme Parent, et sont donc adoptés. À la rubrique 4, deux articles en 4.1 adjugés à 8926-620 Canada Inc., ventilation FlexNet, un contrat de service pour nettoyage des systèmes CVAC au coût total de 801 649. En 4.2, octroyer à Giro Inc., le groupe en informatique et recherche opérationnelle Giro, un contrat de service de support et d'entretien du logiciel Astuce On Demand HOD au coût total de 617 139. Ces deux articles sont proposés par M. de Souza, appuyés par M. Batauchi, et sont adoptés. En 5.1, octroyer à le groupe SCP Environnement Inc. et à 9152-4629 Québec Inc. Géniovation, des contrats pour services professionnels pour la réalisation d'études de suivi de la qualité de l'eau souterraine et autoriser une enveloppe supplémentaire pour les ajustements de prix prévus au contrat bloc 1 et 2 au coût total de 5 952 329,5. C'est proposé par Marc-Claude Barry, appuyé par M. Batauchi, et c'est adopté. En 6.1, de prendre acte du dépôt du rapport annuel 2024 de la Société de transport de Montréal concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle R175. C'est proposé par M. Sylvain Ouellette, appuyé par Mme Catherine Boucher, et c'est donc adopté. En 7.1, autoriser la modification des lignes 35, 36, 38 et 198, proposé par Mme Morancy, appuyé par M. Ouellette. C'est donc adopté. Rien à la rubrique 8. Deux articles à la rubrique 9. Autoriser la mise au rencard en 2025 d'un maximum de 45 bus urbains. En 9.2, approuver les termes des lettres d'entente entre la Société de transport de Montréal et la Fraternité des constables et agents de la paix, le FCAP. Donc, ces deux articles 9.1 et 9.2 sont proposés par M. Ouellette, appuyé par Mme Boucher. Ils sont donc adoptés. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 4 juin 2025. Merci à toutes et à tous.